Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission Mon patrimoine, ma richesse, sponsorisée par l'association Mewihonto. Aujourd'hui, nous nous installons au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est un pays limité au nord par le fleuve Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigeria. C'est un petit pays d'environ 10 millions d'habitants, avec pour principale ressource d'exportation le coton. Il existe au Bénin depuis 1999 12 départements et nous allons nous concentrer sur l'un d'eux, le département de la Liborie au nord-est, délimité par le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et par les départements du Borgou et de la Takora. Il y a environ 868 000 habitants qui vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Le chef-lieu de la Liborie est la ville de Kandi, mais les autres villes principales sont par exemple Malanville, Segbana, Banikwara, et les deux ethnies principales sont les Dendi et les Bariba. Dans le septentrion du Bénin, on rencontre deux grandes aires géographiques, donc l'aire géographique culturelle Dendi et l'aire culturelle Bariba qui nous accueille aujourd'hui. Au sommaire de notre émission ce soir, nous allons vous amener à la découverte des prouesses de cavalier Bariba. Et puis, nous recevrons sur ce plateau le professeur Léon Biobigou, professeur de littérature orale à l'université d'Abomey-Calavi. Et enfin, pour conclure notre émission, nous passerons aux curiosités culturelles à travers lesquelles nous vous montrerons comment familiariser vos enfants aux arts premiers. Avant tout ceci, accompagnez-nous dans une escapade dans les grandes savanes du septentrion du Bénin. Allons à Sori. Baroten Tombu, Wasangari Kaba Tombugio, Nawen Tobura, Naben Tobura. La cavalerie, c'est aussi une culture de chez moi. On élevait les chevaux et on les vendait au Bariba. Et donc, le pays d'Endi a alimenté le pays Bariba en chevaux. Mais le pays Bariba a mieux conservé la culture du cheval, j'allais dire. Au nord, le Bariba est avec son cheval. Le Bariba, le premier signe du Bariba, c'est le cheval. En milieu Bariba, quand on parle du cheval, c'est un prestige. Le cheval, pour un Bariba ou un prince, ce n'est pas un pajero ou un avion. Parce que quand on monte sur le cheval, même ton ennemi va te regarder. Monter sur un cheval, c'est un grand sport. Et pour faire un sport, il faut avoir les reins solides. Il faut manger avant de monter sur le cheval. Sinon, après quelques trous, ça vide le ventre. Bariba, quand il a son cheval, dans sa maison, même sa femme doit savoir entretenir le cheval. À plus forte raison, les enfants. Puisque nous, on a ça pour conserver la tradition. La mort peut venir un jour. Les enfants qui sont derrière nous doivent prendre la relève.
C'est difficile d'avoir un cheval. L'entretien aussi, c'est difficile. Ce n'est pas n'importe qui doit garder le cheval. Pour l'alimentation, ceux qui ne veulent pas disent que c'est très préoccupant, mais c'est très simple de nos jours. Mais hier, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, pour alimenter son cheval, on peut chercher les herbes pour une semaine. Les herbes qu'on va couper et mettre dans des caisses. Là, si le cheval urine, l'urine ne va plus rentrer dans l'aliment. Parce que c'est quand l'urine rentre dans l'aliment que le cheval n'arrive plus à manger. Donc il faut jeter, reprendre. Et c'est ça qui tracassait les gens. Personne ne m'aide à entretenir mon cheval, mais j'ai quand même 3 chevaux qui sont très bien entretenus. Parce que la modernité a fait que l'entretien du cheval n'est pas difficile aujourd'hui. L'entretien traditionnel du cheval maintenant, c'est le foin plus les granulés. Dans les granulés, il y a tous les compléments alimentaires du cheval. On a des vétérinaires qui ont des formules et qui fabriquent les granulés. On va, on achète et on dépose. Et une certaine quantité de granulés par jour permet déjà de compenser l'effort physique que le cheval fait. Ensuite, on lui donne de l'herbe pour maintenir sa digestion. Mais ça, c'est de façon, c'est pas en grande quantité. Donc par exemple, si je vais couper de l'herbe une seule fois, je peux faire 5 jours avant de repartir couper. Parce que l'élément essentiel qui se trouve dans l'herbe dont le cheval a besoin, c'est la cellulose. Et cette cellulose-là, on n'arrive pas à la synthétiser et à la mettre dans les compléments alimentaires que nous avons l'habitude d'acheter. C'est pourquoi on est obligé d'aller chercher de l'herbe pour maintenir quand même l'alimentation traditionnelle là. Sinon, le cheval n'est plus un aliment très difficile à entretenir. Quand vous avez les moyens, vous l'entretenez et il est joli, il est beau, ainsi de suite. Tout ce qu'on a mis sur le cheval, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Il faut quand même l'habiller pour qu'on sache que c'est un cheval qui est en train d'aller avec quelqu'un. Il ne faut pas mettre un paille, 2, 3, non, non, non. Ça n'a pas un nom, mais c'est l'unique paille. Ça se paye à 2500 francs. Ça dépend des moyens de tous chacun de nous. D'autres ont l'habitude de mettre 10, 15, 8, mais moins de 8, non. Là, on commence à sentir ta faiblesse. N'importe qui ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Par exemple, si nous prenons la selle dans laquelle le cavalier doit s'asseoir, il y a quelqu'un qui fait ça spécialement. Lui, il est là pour ça. Et la selle, actuellement, ça fait 50 000 francs. Il faut avoir 50 000 avant de l'avoir. Pour acheter le cheval, il y a différents prix selon la qualité du cheval. Moi, au Niger, j'ai vu un cheval à 1 200 000. J'ai vu un cheval à 800 000 et j'ai vu un cheval à 200 000. Donc, selon les moyens, on peut s'acheter un cheval. Si vous regardez par exemple mon cheval, c'est ça en Bariba, on appelle danda nombre. Il a coupé ici, les 4 pattes, et puis là. Donc, moi maintenant, je suis un prince. Donc, les princes ont des qualités de chevaux qui doivent monter. Il y a d'autres, ce qui n'est pas pour toi là, si tu le prends, ça ne va même pas manger. Donc il faut chercher à savoir ce que les grands-papas ont l'habitude d'attacher à la maison. C'est ça que vous allez chercher et ça doit correspondre. Quand les gens ont besoin de compétitions, ils nous appellent, on s'entend, et puis on lance la compétition.
cette compétition qui se déroule ce jour à Sori, dans la commune de Gorgounou, a pour objectif principal de valoriser et de promouvoir la civilisation du cheval au Bénin à partir des peuples ou des communautés qui la pratiquent depuis des siècles, voire des millénaires. D'abord la course, c'est le blanc qui a amené la course. Parce que nous, on ne prend même pas nos chevaux pour faire la course avec. C'est la loterie qui a démarré ce truc-là avec nous, mais on ne pouvait pas refuser. Sinon, nos chevaux, ce n'est pas nécessairement pour la course, c'est pour nos manifestations, la ganie, s'il y a cérémonie quelque part, allez. C'est pour ça nécessairement qu'on a nos chevaux, ce n'est pas nécessairement pour la course. Quand la loterie a commencé, on ne pouvait pas refuser puisque le gouvernement nous aide à petits coups. Maintenant, on a commencé avec la loterie. Sinon, la course, nécessairement, ce n'est pas à cause de la course qu'on a nos chevaux. La pratique du cheval s'est déjà adaptée au monde moderne. Parce que dans l'ancien temps, le cheval était un animal de guerre. Les gens l'utilisaient pour faire des conquêtes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ce type de chevaux. On a des chevaux de prestige. Donc, lorsque, par exemple, votre cheval ne sait pas danser, les gens n'apprécient pas. Or, lorsqu'on utilisait le cheval pour la guerre, ce n'est pas la danse qui est importante. Imaginez que l'ennemi soit en train de vous chasser et que vous vous mettez à danser. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, c'est les chevaux de course qui étaient primés. Mais aujourd'hui, le cheval n'est plus un cheval adapté aux situations de guerre, ainsi de suite, mais c'est un animal de prestige. Vous l'habillez bien, vous allez dans le monde, les gens sont nombreux, ils dansent, les gens applaudissent. C'est pourquoi on a les chevaux aujourd'hui. Si tu as un cheval maintenant, puisque c'est quelque part, on se déplace pour aller les acheter quelque part. Maintenant, quand ton cheval vient chez toi, là, il y a des entraînements que tu dois. Par exemple, je prends mon exemple moi-même. Quand c'est venu, pour même soulever un pas et aller devant, je suis rentré dans la forêt. Je porte ça là, c'est pour Agbada, une chose. Hein. Maintenant, je porte taco et je rentre dans la forêt. Maintenant, je fais des entraînements, je le force à petits coups. Moi-même, il y a des moments où je suis fatigué, je descends d'abord, je me repose. Maintenant, quand je vais montrer sur lui, vous allez voir ce qu'il doit faire avec moi. À force de l'apprendre à faire le travail que je veux là. Puisque c'est pour moi. Il faut lui dire, c'est ça là que je veux, et il doit le faire. C'est mon bâton de commandement. Ça là. Parce qu'il y a des jours, le cheval même c'est un animal. Des fois il déconne. Avec ça on le tape sur la tête un peu. Ouais. Et c'est un truc préparé. Le dressage du cheval, comme le dressage ou bien la manipulation de toutes choses dans la vie, c'est une question de patience. Vous ne pouvez pas en un seul jour inculquer à un individu ou inculquer à un animal ce que vous voulez. Ce cheval-là, par exemple, je l'ai depuis plus de 7 ans. Je l'ai eu depuis qu'il avait 1 an et demi. Donc, à force de gestes, de paroles, d'habitude, je lui ai appris tout ce que je veux. Et aujourd'hui, quand je suis sur lui, même si les gens amènent les chevaux de n'importe quel endroit, ils trouvent que je suis un très bon cavalier parce qu'il y a l'entente entre lui et moi. La grande force que l'individu a aujourd'hui sur la terre, c'est l'amour qu'il peut donner à son prochain. Même les animaux sentent quand vous les aimez et ils vous servent en fonction de l'amour que vous lui donnez. C'est un animal que j'aime beaucoup. Du matin au soir, je suis avec lui. Quand il y a le temps, je m'occupe de lui. Et donc, quand je veux quelque chose, il me fait ça correctement. C'est le secret du dressage, c'est l'amour que vous portez à l'animal. Parce que quand vous l'aimez, vous le nourrissez bien, vous le chérissez. En vous amusant, vous lui apprenez, vous lui inculquez de bonnes habitudes, vous lui apprenez ce que vous voulez. Voilà.
Il y a certaines personnes qui ne doivent pas manger dès qu'ils montent sur le cheval, même boire de l'eau. Ce sont des gens qui portent des étriers en cuivre. Donc ceux-là, exclusivement, ils ne doivent pas, dès qu'ils sont sur le cheval, ils ne doivent plus même boire de l'eau. Jusqu'à là, même si c'est 2 jours. Ça, c'est l'étrier en cuivre. Et c'est ça qui lui fait porter ce pagne. Celui qui a porté ça là, il doit avoir ça là aussi. Il y a une relation entre les deux. Là, il est couvert. Le cheval aussi est couvert. Bon, couvert, bon, dire qu'il est plus grand que les autres. Il est plus gradé que les autres, socialement. Il y a 2 sortes d'étriers. Les étriers simples et les étriers des titrés qui sont en cuivre. C'est les 2 sortes. Sinon, les autres, c'est les étriers simples. Moi, je suis un simple cavalier. Je ne suis pas prince ici, d'ici ou de là. Mais je peux porter l'étrier en lui-même parce que ça, c'est l'ornement seulement. Ceux qui ont l'habitude, c'est les princes qui aspirent directement au trône. Vous pouvez être prince sans aspirer directement au trône. Parce que lorsque vous avez, par exemple, votre papa qui est en vie, vous ne pouvez pas rêver avoir le trône directement. Donc, lorsque vous allez dire à votre papa qui a disparu, et c'est vos frères seulement qui sont là, on suppose que si le trône se présente avec vos frères, vous pouvez aller discuter le trône. C'est à ce moment-là qu'on vous donne le nom de quelqu'un qui est directement parenté à vous, mais qui a accédé au trône et qui est déjà décédé. Et quand on vous donne ce nom-là, on vous appelle un gobi ou un yérima. Et c'est à ce moment que vous mettez les étriers en cuivre, en cette matière-là, où est le mort du cheval là. Quand vous mettez ces étriers, la différence entre eux, c'est l'étrier, eux et nous, c'est l'étrier. Les rênes ne sont plus ces rênes simples là, mais c'est des rênes spéciaux qui vont avec les étriers. Et il y a un grand pagne qui couvre le derrière du cheval. Quand vous voyez venir un monsieur comme ça, directement vous savez que celui-là, lorsque le roi d'un village disparaît, le village d'où il est issu, il a la possibilité d'aller poser sa candidature, ainsi de suite. C'est, disons, son passeport pour accéder au trône de son village. Il y a un rituel, c'est le roi qui doit vous introniser. Et le jour de l'attachement de l'étrier, il faut d'abord une démarche. Tu prends le titre, pour attacher les étriers, il faut une démarche. Il faut faire les démarches avant qu'on ne vous fasse ça. Et le jour là, c'est une grande cérémonie. Il y a un os spécial qui doit, c'est pas tout le monde qui doit le faire. Celui qui le fait, c'est un homme spécial qu'on connaît dans la société qui doit le faire. Et avant de le faire, avant de l'attacher, il doit avoir au moins la cola dans la bouche pour le faire. Et dès qu'on attache, vous montez, on vous amène à la maison, vous faites votre fête. Les différents tambours, c'est ce que vous entendez, le tambour, le vrai tambour. Et comment dit-on, le petit tam-tam qu'on appelle gangan là. Il y a ça aussi. Et si on joue ça, parce que c'est une société organisée. Moi, c'est mon petit frère qui a ça là. Il est le premier à acheter le cheval avant moi. Il est titré. Mais j'étais titré avant lui. Mais il a fait les étriers. Dès qu'on va monter sur le cheval, il est plus grand que moi. Dès qu'on va monter, dès qu'on serait sur le cheval, c'est ces louanges qu'on va chanter. Que les tam-tamiers vont taper. Dès qu'on descend, il reprend sa place. Et moi, je reprends ma place. Jusqu'au jour où, moi aussi, je vais faire les étriers, attacher les étriers en cuivre. Les Gobi et les Yérima, il y a une différence parce que si le roi de tel village est plus puissant que le roi d'un autre village, et toi tu es Yérima d'ici et l'autre est Yérima de là-bas, forcément c'est la puissance du roi qu'on suit. Le Yérima de là-bas est plus puissant que toi, le Yérima d'ici. Ce qui a fait que tout à l'heure quand on est monté sur des chevaux, il y avait plusieurs personnes qui avaient des étriers en cuivre, mais il y a un ordre de grandeur parmi eux. Il y a le roi des forgerons qui est là, et lui il est au-dessus de tous parce qu'il est déjà roi.
on suppose que si le prince qui a le cuivre, il aspire à la royauté. Or, l'autre est déjà roi. Donc l'autre est au-dessus de lui. Même si vous êtes roi d'un hameau, vous dépassez tous ceux qui aspirent parce que c'est ce qu'eux ils cherchent que vous allez trouver. La culture du cheval qui est liée à notre culture Batonou tend à disparaître. Et chez nous en Bariba, on dit que s'il y a quelqu'un qui tisonne le feu là, le feu ne va jamais mourir. C'est très important, ce n'est pas négatif dans notre tradition, c'est un truc positif. Donc ce qui est positif, il faut l'encourager, il faut le pérenniser. Sachez donc que nous partageons cette culture avec vous. Sachez aussi qu'au Bénin, un des labels de la culture Bariba, c'est aujourd'hui la cavalerie. Sachez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en notre capacité, pour soutenir le développement de cette culture, sa pérennisation, pour qu'ensemble, nous puissions être fiers d'une partie de nous-mêmes, la culture Bariba, la culture du cheval. C'est la preuve que nous ne donnons pas d'eau, nous ne faisons pas d'eau à notre culture. Il y a quelques jours, il y a eu le FESNAC. Et là-bas, le ministre de la Culture a voulu faire de deux départements du Borgou et de l'Alibori le siège de la culture béninoise et le siège de la culture Batonou. Je prie tous les dieux pour que les chevaux se portent bien, pour que ce que nous avons commencé à Sori, dans la commune de Gorgounou, ne s'arrête pas. Vous voyez que c'est un prestige pour nous. Et on a hérité de ça et on continue à garder la tradition. Et on ne pense pas que ça prenne fin, parce qu'il y a d'autres qui vont toujours relayer. Alors, chers invités, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Je vous remercie, madame. Je suis Léon Banibia Bigou, je suis docteur en géographie humaine et économique, maître de conférence des universités au CAMES. Je suis actuellement le secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis un ancien parlementaire. Je suis l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Je suis commandeur de l'Ordre national du Bénin. Et sur le plan traditionnel, je suis Yerima Somon, à savoir le conseiller spécial de son Altesse impériale, Sinaboko Deniki. D'entrée de jeu, nous allons vous demander d'apporter un éclaircissement. Quelle est la différence qu'on fait entre Bariba, Batonou, Batombou? Je vous remercie, madame. Vous avez très bien fait de me poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de confusion. En réalité, le thème Bariba, c'est une déformation du thème, du concept typique qu'on appelle le Batonou. Batonou, c'est pour désigner l'individu, le peuple. Batonou, c'est la langue du Batonou. Et lorsqu'on dit Batombou, c'est le pluriel du Batonou. Donc singulier Batonou, pluriel Batombou et la langue Batonoum. D'accord, très bien. Et quel espace géographique couvre ce peuple? Ah oui, ce peuple occupe un espace géographique très, très étendu. Et pour que justement nos téléspectateurs ne pensent pas qu'on est en train de pouvoir exagérer un certain nombre de choses, je voudrais leur donner l'impression que les premiers Blancs qui ont mis pied en pays Batonou ont eu de ce peuple-là. Le tout premier Blanc qui a mis pied à Niki, c'est Lord Lugar, il est d'Angleterre. Oui. Et dans son rapport, il a parlé de l'Empire Borgou, entre parenthèses Bariba. Oui. Et cet empire lui donne une superficie de 102 000 km². Et en le comparant à l'Angleterre, ça fait plus de la moitié de l'Angleterre, plus les pays de Galles. Et cet empire-là faisait frontière au sud avec le Dahomey, le royaume du Dahomey. Et vers le nord-ouest, ça va jusqu'au niveau de la Volta supérieure. Et du côté du nord, au-delà du fleuve Niger, et bien entendu vers l'est jusqu'au niveau de ce qui est aujourd'hui Ilori. Et aujourd'hui, une bonne partie de ce peuple se retrouve au Nigeria, dans l'état de Kora State qu'on appelle le Barouten Local Government.
Voilà à peu près situé cet espace qu'occupe le Bâtonneau, qui est effectivement un empire et non un simple royaume. D'accord. Justement, comment est-ce que ce peuplement qui aujourd'hui se retrouve installé sur plusieurs territoires arrive à maintenir son patrimoine en dépit des frontières héritées de la colonisation? Ah, là, c'est très bien, madame. Une très belle question. Vous voyez, lorsque vous voyez le comportement d'un peuple, il faut se référer à sa psychologie. La psychologie du Bâtonneau se résume en cette phrase lapidaire. Plutôt la mort que la honte. D'accord. Ça veut dire que le Bâtonneau, face à la mort, par rapport à la honte, s'il avait un choix à faire, il choisit la mort. Donc ce que le Bâtonneau est le plus, c'est la honte, l'indignité. Et cet esprit-là qui a été cultivé au niveau de chaque Bâtonneau. Et à travers cela, cela implique tout un tas de comportements. Depuis le bas âge, je dis bien depuis la cellule familiale, jusqu'au sommet. Et de ce point de vue-là, lorsque le Bâtonneau est face à une situation qui doit porter atteinte à son honorabilité, alors là, vous n'allez plus le reconnaître. Et c'est pour cela que le Bâtonneau dit ceci. Si tu ne peux pas avancer, reculer est une couardise. Donc c'est vaincre ou mourir. Oui. Vous voyez? Donc c'est cet esprit-là que le Bâtonneau a développé. Et pour éviter justement qu'il tombe dans l'indignité, il a tenté chaque fois de cultiver la cohésion, la pureté de l'ethnie. Parce que le Bâtonneau, depuis même la conception, prend des dispositions pour l'enfant déjà qui est conçu jusqu'à sa naissance, son éducation et jusqu'à sa mort. Et la plus belle mort pour le Bâtonneau, c'est lorsqu'on est mort digne. D'accord. Et justement, quels sont les mécanismes sociaux qu'ils utilisent pour maintenir cette cohésion? Voilà, le mécanisme social que le Bâtonnier utilise, c'est ce qui explique justement cette kyrielle de griot. Et le terme griot, ce n'est pas dans son sens péjoratif. Le griot, c'est un sens noble. C'est celui-là qui détient la tradition, qui fait respecter la tradition. C'est l'instructeur, c'est le professeur, c'est le chercheur. C'est ce qu'on appelle dans d'autres cultures le précepteur. C'est celui-là, donc, chaque famille, chaque chef, chaque dignitaire a son griot. Et le rôle du griot, c'est de pouvoir maîtriser l'histoire de la famille, justement pour éviter que les gens ne viennent travestir la bonne renommée de la famille. Ils sont là pour rappeler cela. Et c'est pour cela que même en temps de guerre, le griot n'est jamais tué. On ne tue pas le griot. Quand on reconnaît que c'est un griot, vous allez tuer votre ennemi principal et vous récupérez son griot. Il devient votre griot. Puis c'est lui qui doit pouvoir témoigner. Tuer un griot, c'est tuer l'information. C'est tuer ce que le Bâtonneau ne veut pas qu'on tue en lui, à savoir la bonne renommée qu'il va laisser. Parce que lui, il meurt à la guerre, donc au champ. Qui va pouvoir témoigner de la manière dont il est mort. Et même pour le considérer comme quelqu'un qui est mort dignement, comme un preux, alors le corps, je dis bien le corps doit respecter un certain nombre de critères avant que justement la postérité ne puisse retenir son nom. Merci beaucoup. Donc on se retrouve face à une civilisation typiquement orale, avec deux peuples qui vivent l'un dans un pays colonisé par les Français et l'autre dans un pays anglophone. Et comment est-ce que ce peuple arrive à se retrouver en dépit des différences qu'impose cette... En réalité, pour le Bâtonneau, la frontière artificielle, là, c'est la frontière des Blancs, ce n'est pas la frontière de notre culture, ce n'est pas la frontière du peuple. Le Bâtonneau se lève, il va voir son frère au Nigeria et vice-versa. Il ne sait même pas s'il passe d'un pays à un autre. C'est lorsqu'il voit les policiers qui sont habillés différemment, parce que d'un côté c'est le Bénin, de l'autre côté c'est le Nigeria. Ça n'a absolument rien à voir pour le Bâtonneau. Il va pour les cérémonies de sa famille, et ainsi de suite. En tout cas, c'est une frontière qui existe seulement dans l'esprit des Blancs de l'administration et non dans l'esprit des peuples. Pour nous pencher sur le sujet qui nous intéresse, la civilisation du cheval, ici. Comment se fait-il que dans un peuple qui pratique l'élevage, qu'on accorde une telle importance au cheval? Effectivement, le Bâtonneau n'est pas un éleveur professionnel, parce qu'il considère l'élevage comme une activité professionnelle d'un type nouveau. Et c'est pour cela que, curieusement, vous verrez que partout où il y a un village Bâtonneau, il y a à côté un campement Peul, pour l'eau.
qu'on appelle les Fulbert, c'est-à-dire les Peuls, ce qu'on appelle les Peuls. Et le Peul, par contre, lui, c'est un éleveur professionnel. Et du coup, le bâtonneau, tout ce qu'il a comme bête, il est confié au Peul et dans un contrat, dans un partenariat bien structuré. Et dans le même temps, le bâtonneau protège le Peul avec toutes ses bêtes. Dès qu'il est menacé par quoi que ce soit, le bâtonneau est là pour le protéger. Et quand parfois les bêtes sauvages menacent le troupeau, et c'est lui qui est là pour le protéger. Voilà pourquoi le campement Peul n'est jamais loin du village bâtonneau. Et de ce point de vue-là, c'est sur le plan économique qu'il y a ce partenariat-là entre le Peul et le bâtonneau. Et le bâtonneau, lui, l'agriculture, la pêche, et il y a plusieurs types de pêche. Les pêcheurs au niveau de Peul-Bâton, les chasseurs, c'est de là que sont sortis les bouchers. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la colonisation a fait évoluer l'utilisation du cheval? Très bien. Et dans un premier temps, la colonisation n'avait pas voulu valoriser nos traditions. Parce que la colonisation a voulu tuer à nous notre culture. Ça, là, il faut le dire haut et fort. Pour une raison très simple. Vous voyez, à l'école, je viens de vous parler d'un aspect de notre école traditionnelle. Mais lorsque l'école coloniale est installée, on a assisté à quoi? C'est de tuer la langue. On a instauré les systèmes de signal. Tu parles ta langue, on te corrige, on te sanctionne. Oui. Or, en tuant la langue, on tue quoi? On tue la culture. Parce que c'est la culture qui est la base du développement. Et ce qui supporte la culture, c'est la langue. Donc, on tue votre langue, on tue votre base de développement, donc on vous tue en tant que peuple. De ce point de vue-là, il faut avouer que la colonisation ne nous a pas fait vraiment du bien par rapport à ces questions-là. Et c'est pour cela que le bâtonneau, là où on a ce regret, une fois que le colon est arrivé, il s'est imposé par la force. Donc finalement, lorsqu'ils disent quelque chose, même qu'on n'est pas convaincu, on dit bon, c'est le blanc qui a dit. Et du coup, on en est arrivé à créer le désordre au sein de nos structures traditionnelles. Ce désordre consiste en quoi? Tous ceux qui étaient fidèles, dociles par rapport à l'ordre colonial étaient récupérés par les Blancs. Mais tous ceux qui étaient contre l'ordre colonial, ils ont tous mal fini. C'est le cas de Saka Yeruma, c'est le cas de Biagera, qu'on a connu pour Béanzin, ainsi de suite. Donc, du coup, ceux qui n'avaient réellement pas droit au trône à un moment donné, parce qu'ils ont été dociles, donc on destitue les vrais ayants droit pour mettre les collabos. Oui. Et du coup, les gens, ceux qui ont évolué dans ce système-là, bombent le temps pour dire, nous aussi, on a été au trône et tout. En réalité, quand vous avez été imposé par le blanc, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas les normes traditionnelles qui vous ont placé. Donc, dans la mentalité des populations, ils se disent roi ou chef, mais dans leur tête, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un chef, puisqu'il n'a pas suivi le rituel d'intronisation. Oui. Et il y en a comme ça un peu partout en Afrique et au Bénin. Tous les royaumes ont connu ce phénomène-là, y compris le milieu bâtonneau. Justement, quelles sont les plateformes de rassemblement qui permettent à ce peuplement de pouvoir garder sa tradition et son patrimoine? Il y a ce qu'on appelle la fête du Donkonru. Donkonru, don en bâtonneau, ça veut dire le feu. Le jet de feu, donc la purification de l'année. C'est une grande fête traditionnelle bien avant la pénétration coloniale. Et lorsque cette fête arrive, dans toutes les cultures bâtonnaux, on l'organise. Et cela se fait de telle manière que dans chaque localité, les rois, les chefs de famille se retrouvent pour des prières traditionnelles. Ça là, c'est un de mes temps forts. Et c'est ce temps fort qui est encore renforcé 3 mois après avec la Gani. La fête de la Gani, vous voyez comment ça mobilise tout le peuple bâtonneau. Parce que là, à la Gani, c'est là où se trouve l'aîné. Donc, partout où ils se retrouvent, ils viennent annuellement auprès de l'aîné pour se souhaiter les fêtes d'abord de la Gani, échanger sur la manière dont l'Empire se gère, parler des problèmes que l'Empire a eu au cours de l'année. Ils ont même des moments précis au cours de la Gani où
chaque roi ou chaque chef, quel que soit son statut, a le droit de faire des reproches au Sinaboko, donc au roi des rois. En dehors de ce seul moment, au cours de la Ghana, plus rien d'autre ne l'autorise à faire des observations. Même si on observe quelque chose qui ne va pas, il doit garder ça jusqu'à la nouvelle Ghana. C'est à ce moment-là prise. Il peut faire des observations. C'est ce qu'on appelle le conseil des rois. Le deuxième jour de la Ghana. Et lorsqu'ils s'en vont, ce jour-là, dès qu'il finit de faire ça, à l'intérieur du palais, le matin, là, ils sont devant. Et tous viennent encore renouveler leur allégeance à leur synagogue. Comme pour dire, malgré tout ce que nous venons de dire au cours de notre conseil restreint, parce que parfois ça chauffe très bien, il y a des sujets difficiles qu'ils abordent, mais malgré tout, vous continuez à être notre synagogue, donc notre souverain, et ils viennent faire les allégeances. Il y a plusieurs manières de faire ça. C'est pour renouveler, donc ça se renouvelle chaque année, ce lien de famille. Parce que d'abord, la royauté, c'est une question de famille. Quelle influence le grand empire Batonou aujourd'hui a au niveau des grands regroupements politiques régionaux comme la CEDEAO, l'UEMOA, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce regroupement de population dans les questions liées à la cohésion sociale, à la promotion de la paix dans notre sous-région ouest-africaine? Oui, je vais vous dire une chose. En réalité, la plupart des problèmes posés en Afrique d'une façon générale, ce n'est pas au niveau des rois. Non, pas du tout, ce n'est pas au niveau des rois. C'est au niveau de la mauvaise application, de la mauvaise compréhension de ce que nous appelons le pouvoir politique, et le pouvoir politique compris dans le sens moderne, dans le sens européen. Parce que, disons-nous la vérité, l'Afrique est gérée par un système qu'elle n'a pas sécrété. C'est l'un des départs des problèmes de l'Afrique. L'Afrique avait bel et bien son système. Il y avait bel et bien système africain. Les royaumes, les empires, c'était de véritables États, bien organisés, bien structurés. Mais avec la colonisation, on est venu tout chambouler. La manière dont le découpage est fait, ça a d'abord créé des problèmes d'entente entre les peuples. Le découpage ou les découpages coloniaux auraient respecté les États qui existaient, on aurait beaucoup moins de problèmes de cohésion. Mais à partir du moment où dans les découpages coloniaux, les peuples hier qui ne s'entendaient pas, qui se faisaient la guerre, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez pour former une même entité, oui, c'est bien bon de le décréter. Mais dans la réalisation, voilà pourquoi la plupart des pays africains ont des problèmes, des systèmes fragiles, fragilisés. Alors du coup, puisque ce qu'on a voulu tuer, ce sont les rois, ce sont les dignitaires, vous comprenez que l'administration les met de côté comme s'ils n'étaient pas des citoyens. La belle preuve est que lorsque les chefs d'État, au niveau de leurs États respectifs, ont des problèmes, ils courent vers qui? Vers les rois. Oui. Mais lorsqu'il y a la paix, qui les reconnaît? C'est ça la vraie question que pose votre question. Si les rois étaient bien considérés sur un certain nombre de plans, il y a des conflits, on n'a même pas besoin d'aller à la haute cour de justice, comment on appelle, en Europe, pour les régler. L'Africain avait son système de régler ces genres de problèmes. Mais du coup, puisqu'on les a mis de côté, on ne les consulte, on les conseille. On dit, bon, c'est les gens traditionnels, c'est archaïque, c'est ceci. Et nous-mêmes, là, quand je dis nous, là, nous les intellectuels, qui sont partis à l'école de blanc, a atteint un niveau donné où nous sommes morts nous-mêmes parce que nous avons perdu notre langue. Combien de cadres aujourd'hui peuvent vous parler correctement leur langue s'il est francophone sans introduire des expressions comme oui, donc, oui, car, oui. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, quand nous-mêmes, là, nous ne sommes plus véritablement africains. Donc, nous ne réfléchissons plus en africain véritablement. Mais nous sommes sur un autre schéma. Comme c'est nous qui sommes les décideurs, donc les autres sont là, ils sont des observateurs. Mais si on les prend au sérieux, si on les consulte, il y a des problèmes qui trouveraient leur solution. Ça c'est clair. Donc, du point de vue des questions au niveau de la CEDEAO et tout ça, pour qu'ils jouent leur rôle, cela suppose qu'on puisse les considérer. Par exemple, vous voyez le Nigeria. Allez voir comment les traditionnels sont considérés là-bas. Quand on les considère, on les compare par rapport à nous aussi au Bénin, il n'y a pas de commune mesure. Moi, je connais le Nigeria, comment ils ont. Parce qu'ils ont des textes. Et on sait, quand vous allez voir l'émir de Kano,
Et vous ne pouvez pas, quelle que soit votre position, même quand vous êtes chef d'État fédéral nigérien, vous connaissez la position de l'émir de Kano. Et quand vous allez au Niger, ils ont une ordonnance qui réglemente, n'est-ce pas, la tradition. Donc si on veut réellement que l'Afrique se retrouve, puisse régler ces problèmes de la manière africaine, c'est de pouvoir aussi associer les traditionnels, pas seulement pour les réunions, pour des meetings, des associer véritablement. Les problèmes fonciers, quand tous les jours les gens étaient, il suffit d'associer les chefs traditionnels. Voilà des problèmes qui peuvent être réglés, parce que c'est des questions de famille. Et ils savent comment ils règlent leurs problèmes. Moi, j'ai assisté à beaucoup de choses au Niger. Les gens préfèrent aller régler leurs problèmes au niveau de leurs chefs traditionnels que d'aller au niveau du commissariat ou de la gendarmerie. Donc, c'est une question d'approche, c'est une question de vision au niveau de nos États africains. Nous allons quand même vous poser notre question rituelle. Quelle est la participation de la femme dans cette société? Je vous remercie pour cette question-là. Et très souvent, j'ai participé à beaucoup d'ateliers, beaucoup de séminaires sur la question du genre, où on veut nous sensibiliser sur le genre. Sur le genre, je dis par rapport au peuple Batonou, le peuple Batonou va faire... Il va être un consultant ailleurs par rapport au genre. Parce que quand on voit les gens, c'est le respect de la femme. Oui. Le bâtonneau, il y a quelque chose qu'il faut toucher pour un bâtonneau hier. Sa femme, son cheval. Et quand il tue son animal à la chasse, il faut toucher à son gibier. Voilà les trois choses importantes pour le bâtonneau. Sa femme, vous vous amusez avec la femme bâtonneau, il est capable de se tuer par rapport à ça, ou il vous tue. C'est clair, c'est comme ça. Pourquoi il est prêt à se tuer ou à tuer l'autre? C'est parce qu'il considère la femme à un plus haut niveau. Parce que le bâtonneau dit, la maison, c'est la femme. Ton couronne. Et c'est pour cette raison, quand l'étranger vient dans la famille, la première personne à saluer, c'est la femme. C'est elle qui a droit à tous les honneurs. Et c'est pour cela, le bâtonnier sait très bien que vivre dans un foyer est difficile. C'est pour ça que quand une femme reste chez son mari pour avoir le premier garçon, le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant et quatrième enfant, on le tire chapeau. On dit que c'est une femme qui a accepté des souffrances, qui a suivi beaucoup de choses jusqu'à avoir 4 enfants. Voilà pourquoi le quatrième enfant, qu'on appelle Bani, un autre regard qu'on porte sur cet enfant-là. Parce que si la femme n'est pas patiente, si elle n'est pas brave, elle ne peut pas subir les caprices, les problèmes de foyer jusqu'à faire 4 enfants à un même homme. Autre élément, vous ne verrez pas au niveau du bâtonneau prendre des grandes décisions sans que la femme soit consultée à un niveau donné. Autre élément, quand les gens, en tout cas au niveau du bâtonneau, quand les gens disent la femme ne règne pas, la femme ne devient pas chef, j'ai dit aussi que notre histoire culturelle s'inscrit en faux par rapport à cela. Moi, dans mon propre village, à l'arrivée des colons, c'est une femme qui était au trône. On l'appelle Baké Dianon. Et elle portait le turban quand elle est dans ses attributs de chef. Baké Dianon. À Kérou, c'est dans le pays Batonou, là. À Kérou. Nyon Yago Yere. Avant même la classe politique Ouassangari, c'est une femme qu'on appelle Nyon Yago Yere qui régnait. Et quand c'est le tour d'une femme, on le reconnaît à son tour. Mais c'est parfois pour des questions de citoyenneté qui amènent certaines femmes à décliner leur pour dire donc je préfère que vous donnez ça à mon petit frère ou à mon cousin. Il y a même une femme qui a commis l'erreur de laisser le trône à son mari. Et il le dit à Kondé. C'est son tour de régner. Comme il n'y avait pas de garçon et tout ça, c'est elle, puis elle aime bien son mari et tout ça là. Elle dit bon, elle laisse à son mari. Et le mari est devenu. Bon, du coup, les enfants du côté maternel, s'ils veulent aller au trône, c'est du côté maternel. Or, déjà par rapport au côté maternel et côté paternel, puisque nous sommes dans un système patrilinéaire, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit devant et que l'autre suive. Il ne faut pas de telle manière-là. Donc, ça fait que ça crée quelques petites difficultés à ces enfants. Parce qu'à un moment donné, dans les tractations, on dirait, alors, l'enfant du garçon ou l'enfant de la femme. Donc, de ce point de vue, le bâtonneau a un respect pour sa femme.
Et c'est pour cela que lors des cérémonies, depuis même la recherche de conjoints, pour montrer l'importance que la femme, le bâton apporte à la femme, puis on dit le mariage traditionnel. On confie, lorsque, par exemple, vous êtes là, vous me regardez là, et on veut vous destiner à un jeune homme de famille, le bâton va dire, mais sa famille, elle est issue de quelle famille? On va mener des enquêtes sur votre famille en tant que fille, en remontant à la deuxième ou troisième génération. Mais pour montrer que ce n'est pas uniquement pour la fille, maintenant pour le garçon même, votre famille va pouvoir mener des enquêtes sur la famille du jeune homme, exactement avec les mêmes critères. Les mêmes critères qu'on applique à vous en tant que fille, ce sont les mêmes critères qu'on va lui appliquer en tant que garçon. En remontant aussi, pour voir s'il n'y a pas des éléments qui sont passés, qui pourraient être de nature à gêner les liens là. Parce que pour le bâtonnon, pourquoi il le fait? Parce que pour lui, le lien de mariage, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Lorsque le bâtonnon célèbre le mariage selon les normes coutumières, c'est comme le mariage chrétien. C'est définitif. Ce n'est pas aller chez comment on appelle l'état civil, là, on signe un papier, et après ça ne va pas, voici devant le juge là-bas, on dit divorce. Non, pour le bâtonnon, il n'y a pas de divorce lorsqu'il célèbre le mariage conformément aux normes coutumières. Mais la femme peut partir, peut avoir des mésententes. Pour le bâtonnon, c'est une séparation de corps. Le jour où l'un ou l'autre meurt, le premier ou la première à mourir, celui qui est vivant doit porter le veuvage. Même s'ils sont séparés il y a 20 ans, 30 ans. Parce qu'on dit que c'est son mari ou c'est sa femme. Et ce qui est valable donc pour la femme est valable pour l'homme. C'est pour vous montrer que, du point de vue du genre, la femme n'est pas aussi pérennisée par rapport à l'homme. C'est extrêmement important. Ça, là, il faut le souligner avec force pour ce qui concerne le milieu bâtonnon. Et c'est pour cela que la femme, s'il y a déjà un enfant avec un membre de la famille, si le mari décède, elle a choisi de retourner chez elle après un temps donné ou de rester. Elle est déjà membre de la famille. Et les restes qui sont là, et ce n'est pas pour le titre de Lévirat pour dire c'est un membre du défunt qui va l'épouser. Point du tout. Il n'y a pas de Lévirat chez le bâtonnon. Mais déjà le fait qu'elle a un enfant, donc elle est membre intégré de la famille. Elle ne quittera la famille que c'est son corps qui va quitter la famille. Le jouet décède, si elle vieillit, décède, on dit ah bon, il faut la ramener chez elle. De telle manière, même certaines femmes, on ne la connaît même plus dans sa famille d'origine. C'est lorsqu'on emporte le corps, on dit ah pourquoi elle est décédée, on l'amène, on dit non, c'est sa famille, c'est là-bas. Mais elle est venue ici comme épouse. Donc, pour vous montrer que la question du genre, comment le bâtonnon, lui, c'est dans sa tradition. On n'a pas à lui apprendre ça. Oui. Vous comprenez. Merci. Et le deuxième élément, en plus on est avec la question du cheval. Pourquoi la femme considère le cheval comme son épouse? Parce que le bâtonnon accorde aussi une grande importance à son cheval. Après sa femme, c'est son cheval. Parfois même, pour certains, il commet la maladie, viens voir mon cheval. Et quand l'étranger vient, même s'il va à l'extérieur, et quelle est la santé de ton cheval? Et il y a une complicité entre la femme et le cheval. Voilà pourquoi la femme, dans le langage, on dit que le cheval, c'est sa coépouse. Parce que l'homme, lui, tous les soins, les petits soins, à elle comme au cheval. Et ça fait que, entre le cheval et la femme, il y a aussi une complicité. Il y a parfois des chevaux qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est la femme du propriétaire qui maîtrise le cheval. Quand le cheval, tout le monde va courir, là, on ne peut pas le dresser. C'est la femme qui vient, qui prend le cheval. Et quand le cheval voit la femme du propriétaire, il devient docile. Et c'est elle qui apprend pour le ramener à la maison. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, cet entretien tire à sa fin. Nous allons chaleureusement remercier le professeur Léon. C'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est votre culture et c'est ce qu'il faut justement pour que la génération montante puisse savoir que nous avons quand même quelque chose de précieux à sauvegarder pour notre avenir. Alors, Adé, dis-nous, que découvrons-nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte d'un livre qui s'appelle «
Comment parler des arts premiers aux enfants. Très intéressant. Écrit par Isabelle Glorieux de Souche, publié en 2013 aux éditions Le Baron Perché. Alors, ce livre est vraiment très intéressant et très abordable, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce qu'il permet d'aller à la découverte du patrimoine culturel en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. D'abord, il est subdivisé par un code de couleurs. Donc, chaque couleur correspond à l'Amérique, à l'Afrique, à l'Asie et aussi à l'Océanie. Et d'autre part, il est subdivisé en tranches d'âge. Donc, vous avez par exemple les 5-7 ans, les 8-10 ans et les 11-13 ans. Et en fonction de cette tranche d'âge-là, vous avez des questions que les enfants se posent et Isabelle Glorieux de Souche fournit des réponses à ces questions-là. Donc, dès 3 ans, on peut déjà introduire l'enfant au monde, à la connaissance de l'art. Tout à fait. Et elle explique que, justement, un enfant ne réfléchit pas comme un adulte. Par exemple, un adulte aura tendance à aller vers une œuvre d'art qu'il connaît, alors que l'enfant, au contraire, ira vers ce qu'il ne connaît pas parce qu'il sera attiré par la forme. Par exemple, si c'est une statuette, il sera attiré par la forme des yeux, de la bouche et de la couleur aussi. Est-ce que c'est plutôt un livre à usage familial ou scolaire? Je dirais que c'est à usage familial, mais ça peut être aussi introduit à l'école. C'est à usage familial parce que, justement, l'auteur se joue des complexes qu'on a face à une œuvre d'art en tant qu'adulte. Et c'est vraiment pour montrer aux parents que l'enfant peut comprendre une œuvre d'art si on aborde une approche différente et si on utilise un vocabulaire approprié. Où peut-on se procurer ce livre? Alors, on peut se procurer ce livre à la bibliothèque de l'association Mehuronto. Merci, Adé. Je t'en prie, Noélie. Cette émission tire tout doucement vers sa fin. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone, Adé. Au 21 31 81 33. Mais vous pouvez aussi visiter notre site internet www.peuplenoir.org, Peuple et Noir au pluriel, bien sûr, ou visiter notre page Facebook qui vous permettra d'accéder à des vidéos sur YouTube. Et si vous avez apprécié cette émission, n'oubliez pas que notre équipe technique se tient à votre disposition. Nous viendrons découvrir votre patrimoine exceptionnel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à très bientôt. Au revoir.